Eh bien, yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez extrêmement bien aujourd'hui. On se retrouve pour la review du chapitre 1060 de One Piece. Il s'est passé quoi dans ce chapitre? Im a rayé de la carte une île en utilisant un pouvoir capable de détruire un pays entier. Ça va, c'est tranquille comme chapitre. Non, c'est pas tranquille du tout comme chapitre. Oda ne nous laisse plus respirer. Semaine après semaine, nous vivons dinguerie sur dinguerie et ce chapitre ne fait aucune exception. C'est même pire. Les gars, la théorie Im Uranus est peut-être confirmée dans ce chapitre. C'est fou. C'est... Morty. Oh, petite tentative d'imitation de Rick, c'était pas terrible du tout. Pas seulement Luffy révèle enfin à ses Nakamas son véritable rêve, celui qui lui importe encore plus qu'être roi des pirates. Alors du coup, je sais pas par où commencer, hein, ça va être absolument incroyable. Préparez-vous pour une review d'anthologie. Je compte sur vous pour marteler les likes, faites tout péter et abonnez-vous. Un énorme merci à vous tous. Ok, alors le chapitre est presque parfaitement divisé en 3 parties, donc comme dans la dernière review, la première sera sur le rêve de Luffy, la deuxième sera sur l'étonnante rencontre des Mugiwara à la fin du chapitre, et la troisième, on garde le meilleur pour la fin, avec le terrifiant pouvoir d'Im ayant effacé une île entière. Nous allons analyser ces 3 parties individuellement, et ça commence tout de suite avec, eh bien, le véritable rêve de Luffy. Ok, donc comme je vous l'avais annoncé dans la review du chapitre 1057, Luffy découvrira les news sur Sabo, s'indignera en disant que ce n'est pas possible, qu'il ne ferait pas ça, tout en étant soutenu par Robin. C'est quasiment exactement ce qui s'est passé au mot près, et c'est normal puisque Luffy a totalement confiance en son frère. Évidemment, la news sur Vivi et Cobra vient avec celle de Sabo, et une fois encore, la réaction de Luffy ne se fera pas attendre, il veut aller sauver les deux. Ça aussi, c'était prévisible. Les Mugiwara s'enflamment alors un petit peu tous, veulent jouer les sauveurs, mais Zoro est là pour prendre son rôle de vice-capitaine très à cœur puisqu'il cherche à rassurer et ramener Luffy à la raison. C'est pas la première fois qu'il le fait, mais c'est toujours aussi important de voir à quel point la hiérarchie est respectée dans l'équipage des Mugiwara. Enfin, presque tout le temps. Ce qui est marrant, c'est que Zoro passe pour un rabat-joie concernant Vivi exactement comme lorsqu'ils se sont quittés à Alabasta. La même scène, quasiment trait pour trait, semble apparaître sous nos yeux avec Luffy, Chopper, Nami et Sanji, l'insultant. Alors ça n'apporte rien à la review, mais c'était le point parallèle de la vidéo. On arrive donc au point culminant de cette partie, Luffy révèle son véritable rêve au reste de l'équipage. Vous le savez, dans le chapitre 966, nous avons découvert que Luffy et Roger partageaient exactement le même rêve. Ça a d'ailleurs été confirmé par Yamato au chapitre 1000. Rappelez-vous, en écoutant Ace parler de Luffy et après avoir lu les écrits d'Oden sur Roger, elle a découvert que Roger et Luffy étaient animés par la même volonté, par le même rêve. Nous avons donc longtemps pensé qu'il s'agissait simplement d'être le roi des pirates. Luffy le crie tellement à tout bout de champ qu'à aucun moment, l'idée qu'il ait un autre désir ne nous a traversé l'esprit. Enfin, ça c'était jusqu'au chapitre 966. Le 1060, lui, a totalement balayé d'un revers cette pensée. Alors c'est bien beau, mais qu'est-ce que le vrai rêve de Luffy si ce n'est pas celui d'être roi des pirates? Que nous cache Oda? Et pourquoi nous le cache-t-il? Car dans ce chapitre, bien que Luffy révèle absolument tout à son équipage, nous sommes mis une fois de plus de côté, privés de cette grande révélation et devons nous contenter que des réactions, comme à chaque fois. Même s'il n'y a aucune façon d'affirmer ce qu'est le rêve de Luffy, avec tous les indices que nous avons, nous pouvons peut-être essayer de nous en rapprocher. Tout d'abord, il faut être roi des pirates. Si Luffy veut devenir le plus grand de tous les pirates, c'est d'après ses dires la seule façon d'accomplir son rêve. Il s'agit donc là d'une condition. Roger n'avait semble-t-il pas la même idée cependant, puisque lorsque le titre de roi des pirates lui a été attribué, après la découverte de Laftel, sa réaction montre qu'il n'y accorde pas plus d'importance que ça. Il aime bien ce titre, ça sonne bien, mais ce n'était pas ce qui l'intéressait. Ensuite, il faudrait la liberté absolue. Pour Luffy, être roi des pirates, ce n'est pas une question de puissance ou de souveraineté, mais bien de liberté. Le rêve de Luffy concerne donc la liberté derrière laquelle il court depuis tant d'années. Sauf que là encore, cette notion paraît assez vague. En quoi être roi des pirates lui permettrait d'être plus libre qu'aujourd'hui? Quelle est sa définition de liberté si pour lui, il ne l'est même pas alors qu'il vagabonde et explore le monde de fond en comble? Pour finir, son rêve a un fond drôle, enfantin, tout en semblant impossible au premier abord. Chaque fois que Luffy et Roger dévoilent leur rêve, leur équipage, leur ami en rigole. Il doit avoir quelque chose de probablement similaire à l'histoire que Roger a découvert sur Laftel, mais par-dessus tout, c'est un rêve dont on pourrait se moquer. Bon, alors on a des petits angles d'attaque pour mieux cerner le rêve de Luffy et de Roger, on ne peut toujours pas affirmer haut et fort de quoi il s'agit, mais on peut quand même essayer. Si on reste dans l'esprit de One Piece, il s'agirait simplement, sans surprise, du plus grand festin. Luffy rêverait d'organiser le plus grand banquet n'ayant jamais existé. Mais pas n'importe lequel, un banquet se déroulant partout dans le monde, simultanément. Un banquet partagé par tous les esclaves libérés de l'emprise du gouvernement mondial, un banquet sans aucune frontière où toutes les races, espèces et cultures seraient mélangées et vivraient dans une parfaite harmonie. Alors comment j'en suis venu à ce raisonnement? Eh bien à chaque pays libéré par Luffy, ce dernier organise en premier lieu un festin, comme si la liberté était le synonyme de joie, de fête, de danse et de nourriture
nourriture en abondance. C'est ce qui a d'ailleurs toujours caractérisé One Piece et ses fins d'arc. Un pays n'était vraiment libéré que lorsqu'ils riaient et mangeaient tous ensemble. Peut-on vraiment considérer cette hypothèse comme improbable, impensable, quand Luffy a hérité des pouvoirs du dieu soleil, celui qui apportait la joie aux esclaves, que chaque arc que fait Oda depuis 25 ans se conclut systématiquement par un banquet de plus en plus grand, que la problématique principale du monde de One Piece à laquelle Luffy n'a pas encore trouvé de solution est justement le racisme, l'esclavagisme et la pauvreté? Quel rêve pourrait mieux coller à notre Luffy, lui et son esprit si simple, pur et enfantin? C'est typiquement un rêve qui pourrait l'alimenter, un rêve qui nécessite la liberté absolue pour être réalisé, la liberté que le titre de roi des pirates pourrait lui conférer, à lui mais aussi au reste du monde. Pour autant, et même si je suis persuadé que Luffy pourrait totalement avoir un rêve de ce calibre, est-ce vraiment suffisant pour épater Oden lui-même, ou encore pour épater à ce point-là tous ceux qui apprennent la véritable nature de son rêve? On va dire que ça mérite encore réflexion. Pour rien vous cacher, je me suis pas encore calé à 100% sur le sujet, et je vais pas le faire aujourd'hui davantage car c'est un travail qui mérite beaucoup plus d'analyse, malgré les pistes que j'ai en tête et que je garde quand même de côté. Puis vu la troisième partie de la vidéo, j'ai du mal à me hype avec un festin géant. J'en ferai une vidéo dédiée le temps voulu, je sais je le dis souvent, mais quoi qu'il en soit, j'ai réalisé dans ce chapitre une chose: Roger, bien qu'il partage le même rêve que celui de Luffy, n'a probablement pas réussi à le réaliser avant sa mort. Si vous vous demandez pourquoi je dis ça, c'est simplement que nous apprenons dans ce chapitre que Shanks connaît le véritable rêve de Luffy, et avec du recul ça doit être ça dont il parlait à Rayleigh quand il disait qu'un gamin d'East Blue avait dit les mêmes mots que le capitaine. Non seulement, Luffy précise que Shanks avait les larmes aux yeux, serait-ce tout simplement car il savait que Luffy accomplirait ce que son capitaine n'a pas pu faire, ce qu'il n'a pas eu le temps de faire. La triste ironie du sort serait d'apprendre que Goldie Roger, celui à l'origine de l'ère des rêves de millions de pirates, n'est pas parvenu à réaliser son propre rêve, et qu'il soit mort avec comme seul espoir que celui qui héritera du même souhait que lui puisse le réaliser en suivant sa route. On va passer à la deuxième partie, mais je voulais notifier deux choses avant cela. Tout le monde ne connaît pas le rêve de Luffy. Nous en avons la confirmation aujourd'hui. Seuls les Mugiwara, Shanks, Ace et Sabo sont mis au courant. Ce cercle très restreint n'est pas pris au hasard. Il s'agit des gens les plus proches de Luffy, son équipage, ses frères et son modèle, son mentor. Pourtant, un autre personnage, pas des moindres, connaît le rêve de Luffy, Yamato. Et oui, on y revient encore dessus, mais Yamato connaît le rêve secret de ce dernier grâce à Ace, on en parlait un petit peu plus tôt d'ailleurs. Ça justifie un petit peu plus et à nouveau son rôle de Mugiwara dans le futur, puisqu'elle est, tout comme le reste de l'équipage, parfaitement consciente de ce que désire véritablement Luffy. Et à mon sens, c'est pourquoi Oda a voulu faire en sorte que Luffy dévoile ce rêve à son équipage là maintenant, après Wano Kuni. Il vient de sceller l'équipage à jamais. Personne d'autre ne pourra les rejoindre, la session de recrutement est terminée, ils sont au complet. Voilà, on a assez parlé de Yamato ces derniers temps, pas la peine d'aller plus loin, mais c'est vraiment la première chose qui m'a fait tiquer quand j'ai réalisé qu'elle était la seule avec les Mugi à connaître le rêve du capitaine et à pouvoir les rejoindre. Enfin, il en reste peut-être un. Il n'était effectivement pas juste 10 sur le bateau. Un indésirable, un nuisible comme j'aime les appeler, dont on n'arrive plus à se détacher depuis presque 400 chapitres, est là, présent et écoutant les conversations Caribou. Encore une fois et dans son habitat naturel, un tonneau, Caribou se retrouve sur le bateau des Mugiwara, mais à en juger la chaîne autour du baril, il le savait. Tiens, nous sommes surprisam. Vu les propos que je viens de tenir concernant le rêve de Luffy et ceux qui sont au courant, on a en droit de se demander si Caribou a lui aussi tout entendu à ce sujet. Eh bien, je n'en sais rien, mais j'ai quand même l'impression qu'Oda a tenté un petit truc, car bien que Caribou tentait d'interagir avec ce que disaient les Mugiwara, notamment au sujet de Marie-Joise, il semblait ne pas bien comprendre, ne pas bien entendre à cause de l'isolation du tonneau. Étant donné qu'il n'a eu aucune réaction lorsque Luffy a révélé son rêve, contrairement à tous les autres, il se peut qu'effectivement il n'ait rien entendu ou seulement quelques morceaux incompréhensibles. Voilà. En tout cas, s'il ne parvenait pas à comprendre clairement ce qui se disait à propos de la prochaine destination, il n'y a pas de raison qu'il ait compris mot pour mot le rêve de Luffy. De toute façon, celui-ci se doit de rester secret pour le moment et j'avoue que j'aurai un somme colossal contre Oda si Caribou sait de quoi il s'agit. Surtout avant nous. Cette première partie douce et pleine d'espoir était une parfaite représentation de ce qu'est l'esprit de One Piece et de pourquoi les phases de transition sur le bateau sont parmi les meilleures de l'œuvre. Se rendre compte 25 ans plus tard que le seul dont on ne connaît pas véritablement le rêve est le héros de l'œuvre, je trouve ça absolument magistral. C'est un scénario qui semblait invraisemblable et pourtant Oda continue de nous surprendre pour le pire mais aussi pour le meilleur. Maintenant et avant d'attaquer le gros du sujet de cette review, passons à la deuxième partie, la fin du chapitre et l'apparition de Bonnie. Rassurez-vous, ça va être très rapide.
Alors que les Mugiwara arrivent près d'une île au climat hivernal, donc sûrement la prochaine île sur laquelle ils vont poser pied, une membre de la pire génération fait son apparition dans un tourbillon chaud qui n'est nul autre que Jewelry Bonnie et sa prime de 320 millions de berries. Trop bien, let's go! La supernova qui balançait des pigeons sur belette apparaît dans l'histoire. Là je suis un salaud mais c'est pas totalement faux. Alors que fait-elle ici et quel impact aura-t-elle dans le futur? Vu le peu d'infos qu'on a sur elle, dans ce chapitre c'est pas forcément évident de comprendre l'histoire qui l'a menée à se retrouver dans un tourbillon en plein air. Pourtant j'ai pensé instinctivement à une chose, elle se faisait peut-être poursuivre par Akainu. Souvenez-vous, chapitre 595, Bonnie se fait capturer par Barbe Noire, il souhaite l'échanger contre un navire à la marine, le plan ne se déroule pas comme prévu et c'est Akainu qui vient la récupérer. On apprend que Bonnie a un lien particulier avec le gouvernement et que Akainu était beaucoup plus doux avec elle qu'avec les autres pirates, comme si Bonnie avait un lien avec lui ou avec le reste du gouvernement. Après l'ellipse, nous découvrons qu'elle est parvenue à s'échapper, on ne sait ni comment ni pourquoi, jusqu'à sa nouvelle introduction, cette fois-ci sur Marie-Joise en tant que reine Connie. S'agit-il de sa véritable identité ou non? Là est la question, étant donné qu'elle possède le fruit du démon capable de contrôler l'âge et le physique d'une personne, il est difficile d'être sûr à 100% de qui elle est vraiment. Sans parler de son rôle au sein du gouvernement, je pense malgré tout qu'elle est toujours activement recherchée par ces derniers et le tourbillon chaud en serait la preuve. Il est précisé dans le chapitre que ce phénomène apparaît quand une masse d'eau est chauffée, ce qui va la projeter vers le haut. Or, je vous rappelle que Sakazuki Akainu possède le fruit du magma et pourrait être à la recherche de Bonnie encore une fois, qui serait importante pour le gouvernement mondial. Ce tourbillon serait alors le résultat d'une attaque d'Akainu sur Bonnie ayant chauffé l'eau et créé cet événement. L'amiral en chef serait alors peut-être encore dans les parages, ou du moins il l'était il y a encore très peu de temps. Je trouve que ça fait un bon lien avec la relation de Bonnie et Akainu, ce n'est qu'une petite hypothèse et je pense qu'elle nous le confirmera ou non dans le prochain chapitre. Ensuite, la présence de Bonnie est très importante, surtout dans le contexte actuel. En plus d'être la seule supernova pas encore développée avec U-Rouge, elle est surtout la mieux placée pour informer Luffy de ce qui s'est réellement passé sur Marie-Joise. Elle était présente et voulait sauver Kuma, tout comme les révolutionnaires. J'en parlais dans la review du chapitre 1054, et je pense vraiment qu'elle a pu aider les révolutionnaires à s'enfuir de la capitale des dragons célestes. On pourrait alors apprendre que tout comme quand elle a sauvé Zoro face à Tenryubito, qu'il a d'ailleurs aujourd'hui sauvé dans ce chapitre, c'est ironique, elle aurait sauvé Sabo de la même manière, ce qui lui a permis de fuir. Depuis ce moment, elle-même tente de fuir à la traque de la marine, notamment traque d'Akainu. Le fait qu'elle rejoigne l'équipage pendant quelques temps servira notamment à nous donner des détails sur ce qui s'est réellement passé sur Marie-Joise, et elle pourra nous expliquer avec plus ou moins de précision une bonne partie de l'histoire qui nous est quand même encore assez floue. Bien sûr, elle qui est une gloutonne, elle va kiffer la nourriture de Sanji et lui demander de rejoindre son équipage avant de se prendre la tête avec Luffy. Enfin bref, ça c'est un détail. J'ai pas forcément plus de choses à développer là concernant cette fin de chapitre, déjà car j'ai très hâte de parler de la dernière partie qui arrive, mais aussi car je pense avoir assez bien condensé et résumé mes théories sur Bonnie. En tout cas, malgré son caractère, elle semble être une personne très sensible et je pense que le courant passera très bien avec les Mugiwara. En tout cas, je l'espère. Allez, désormais passons à l'ultime partie de cette vidéo. Nous avons la suite directe du chapitre 1057, la fin du chapitre 1057 précisément avec la conversation entre Sabo et le reste des révolutionnaires. La grande erreur du récemment nommé Empereur des Flammes a été de dévoiler sa position aux révolutionnaires sans utiliser de brouilleur. Il se trouvait nulle part ailleurs qu'au royaume de Lulusia, une contrée qui revient très fréquemment dans l'univers de One Piece, mais ça, on y reviendra plus tard. Quoi qu'il en soit, pendant qu'il tentait d'expliquer aux révolutionnaires l'impensable, à savoir personne s'est assise sur le trône vacant, le trône du roi du monde, une puissante source d'énergie jaillit du ciel pour s'écraser sur le royaume de Lulusia, l'éradiquant sans laisser de traces. Sur Marie-Joise, le Gorosei déclare que ce pays n'a jamais existé pendant que Im est aperçu dans la chambre fleurie. Bon, la plupart d'entre vous savent déjà de quoi je vais parler, de la plus vieille et même de la seule théorie que j'ai à propos de Im, et ce depuis le chapitre 908, elle possède les pouvoirs de l'arme antique-Uranus. Vous êtes beaucoup à avoir découvert cette théorie le 17 juillet 2022. Pourtant, ma théorie principale sur Im et Uranus date du 15 juin 2018, 4 ans s'étant écoulés, je me suis dit il y a quelques mois que ça serait intéressant de développer davantage cette idée tout en l'adaptant à mon niveau d'analyse et de montage actuel. Et j'ai eu terriblement raison vu le chapitre que l'on a aujourd'hui. Essayons de décortiquer un petit peu ce passage et comprendre ce qu'il s'est réellement passé sur Lulusia. S'agit-il véritablement des pouvoirs de Im et d'une arme antique? Avons-nous l'origine de la disparition de God Valley? Sabo est-il mort? Et surtout, pourquoi cette île est-elle si importante? Eh bien, voyons ça ensemble. L'idée n'est pas que je vous refasse de zéro ma théorie sur Im et l'arme antique-Uranus. Ça serait vraiment top que vous alliez la regarder pour vraiment comprendre du début à la fin tout l'intérêt de cette théorie. Si vous avez la flemme, je ne vous en veux pas, vous inquiétez pas, voici une version très condensée de pourquoi j'ai toujours cru que Im possédait les pouvoirs d'Uranus. A l'origine, lors de mes premières théories en 2015, je pensais qu'Uranus était le trésor national de Marie-Joise. D'après Doflamingo, ce pouvoir était capable de renverser le monde tout en étant lié au Ope Ope no Mi et sa technique de jouvence éternelle. L'idée de cette arme antique se trouvant au sommet
sommet de Redline se dessina peu à peu. Ensuite, Uranus est la seule arme antique n'ayant jamais été développée d'une manière ou d'une autre dans l'histoire de One Piece. Sa seule et unique mention fut au chapitre 650 et depuis, plus rien. De l'autre côté, Im est un personnage mystérieux dont la place et le rôle ont été dévoilés au chapitre 908. C'est le ou la reine du monde, l'entité ayant encore plus de pouvoir que les Tenryubito eux-mêmes. L'idée que ce soit l'arme antique, c'est davantage précisé. Là où Uranus et Im se rejoignent quasiment parfaitement, chaque arme antique est pour l'instant totalement reliée à l'environnement dans lequel évolue le dieu mythologique qui lui est associé. Poséidon se trouve dans les fonds marins, Pluton se trouve dans les fonds terrestres. Et Uranus, lui, est le dieu du ciel et des étoiles. Ça aura son importance pour la suite. Marie-Joise se trouvant au plus haut sommet terrestre, sur la terre des dieux et abritant le plus grand pouvoir du monde, ayant à son service le Gorosei, les 5 étoiles, il serait en effet logique d'y voir loger la dernière et peut-être la plus puissante arme antique du monde. Mais pas seulement, l'un des gros arguments était celui-ci. Le gouvernement mondial a besoin d'une arme antique. Si Luffy a Poséidon et peut-être même Pluton, des armes déjà capables de détruire le monde, alors le gouvernement mondial n'a aucun moyen de lutter contre lui. C'est pourquoi, pour équilibrer et répartir les puissances des armes antiques, Uranus se trouverait chez eux. Ça reste d'une logique assez simple et difficilement contestable. Pour finir, on peut simplement se dire que pour parvenir à vaincre et même détruire l'ancien royaume il y a 900 ans, qui je le rappelle devait être le plus puissant royaume mondial, il fallait une puissance de frappe au moins proche de celle d'une arme antique. Le gouvernement mondial aurait donc été guidé et porté par la puissance d'Uranus depuis plus de 8 siècles. Uranus serait Im ou serait utilisé par Im, la reine du monde immortel et ayant possiblement subi l'opération de jouvence d'un très ancien utilisateur du Ope-Ope-no-Mi. Voilà, alors c'est très grossièrement résumé, mais ça fera l'affaire, je vous le redis quand même, mais toute l'histoire se trouve dans cette théorie, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. J'en profite également de rappeler que Im soit Uranus ou qu'elle possède Uranus, c'est quasiment la même chose pour moi dans ma théorie. Vu qu'on ne sait pas ce qu'est réellement cette arme antique, on ne sait pas si c'est un pouvoir façon Poséidon provenant d'une personne ou Pluton provenant d'une création, je pars simplement du principe que Im détient, possède ou contrôle Uranus. En découvrant ce chapitre, il ne m'a pas fallu longtemps pour littéralement péter mon crâne de joie en pensant que j'avais visé juste. C'était ma vengeance sur toutes les fois où je me suis trompé avec Barbe Noire. Et vous-même avez été incroyablement nombreux à repenser à ma théorie en me félicitant dans tous les sens. Bref, c'était vraiment trop cool à voir, ça a fait super plaisir, merci à vous tous, j'ai vu absolument toutes vos mentions et tous vos commentaires. Pourtant, est-ce que j'avais véritablement raison? Im est-elle vraiment Uranus? La disposition de ce chapitre, son découpage et les plans soigneusement choisis de Im pendant la destruction de Lulusia ne laissent aucun doute sur l'identité de la personne ayant utilisé ce pouvoir. Sauf si Oda veut nous la faire à l'envers, il tente effectivement de nous faire comprendre que c'est Im et personne d'autre qui est à l'origine de l'effacement de Lulusia. Dès que le gouvernement mondial apprend la présence de Sabo sur l'île, elle est rasée quelques secondes après. Ensuite, il y a cette notion de déluge céleste. C'est littéralement la destruction venant du ciel qui vient éradiquer l'ensemble de cette île. Là encore, ça colle plutôt bien avec Im et Uranus, toujours dans ma théorie à ce sujet. Je vous expliquais que les pouvoirs de l'arme antique Uranus seraient liés au ciel, oui, mais pas nécessairement au climat. Ce n'est pas la partie que j'ai le plus développée, au contraire, mais je vous ai dit deux choses. Ces pouvoirs seraient liés au climat et à la météo, puisque Uranus est le dieu du ciel. Ou alors, ces pouvoirs seraient liés aux étoiles et à l'espace, puisque Uranus en est également le dieu. Dans le chapitre 1060, nous pouvons distinguer en premier lieu un changement climatique avec notamment de lourds nuages noircissant le ciel. Premier lien à faire avec Uranus. Mais par la suite, il semble que ce soit un objet qui détruit l'île de Lulusia. Un objet dont la silhouette est à peine visible à travers les nuages. Clairement, ce n'est pas un orage qui s'abat sur l'île, mais bien des faisceaux d'énergie, qui pourraient donc avoir des origines extraterrestres. À tout moment, Uranus est une soucoupe volante capable de détruire avec précision des îles et des royaumes. Plusieurs raisons font que c'est possible. Uranus est également le dieu du ciel céleste, des étoiles et donc par extension le reste du monde se trouvant au-delà de notre ciel à nous. L'espace, l'univers, ça tombe très bien puisqu'un véritable écosystème fourmille là-haut. En effet, les races ailées semblent provenir de Bilka, l'ancienne cité bâtie au centre de la Lune. Ener lui-même a voyagé sur l'astre lunaire pour y découvrir la terre promise qu'il recherchait tant. Et surtout, il existe des pirates de l'espace, prouvant qu'une ou plusieurs planètes dans le système solaire de One Piece sont habitées par des formes de vie extraterrestres. Est-ce réellement improbable de penser qu'Uranus est une arme ayant été construite par une civilisation dite alien? Kim vient peut-être de cette civilisation et que la masse que nous voyons dans le ciel n'est nulle autre que son vaisseau? Pour l'instant, je n'ai aucune certitude, mais ce qui me pousse à cette réflexion, c'est vraiment la forme d'énergie qui a détruit Lulusia. Ça fait très arme céleste faisant pleuvoir la destruction, alimentée par une puissance cosmique. De plus, si on se penche davantage sur le reste du chapitre et sur comment Im a détruit cette île, on comprend très vite que pour utiliser ce
son pouvoir, elle a besoin d'une localisation précise, car c'est en apprenant le nom du royaume que son courroux s'est déversé sur lui et Sabo. Malgré la puissance phénoménale qu'elle possède, Im ne pourrait donc pas utiliser Uranus n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Je pense que c'est la raison pour laquelle le Gorosei dit de Sabo qu'il est malchanceux, car parmi toutes les îles sur lesquelles il aurait pu se cacher partout dans le monde, Sabo a choisi Lulusia, qui est un royaume du gouvernement mondial et donc extrêmement bien connu de Im, au point qu'elle soit répertoriée sur une carte. Donc oui, Im aurait besoin d'avoir des coordonnées précises, ce qui était malheureusement le cas avec Lulusia. Ainsi, les éventuels pouvoirs d'Uranus, et bien qu'ils soient absolument dévastateurs si c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, ne peuvent pas être utilisés partout et tout le temps. Bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire à ce sujet, ou du moins presque, donc nous allons passer à la partie sur God Valley, mais avant cela, je tiens à vous rappeler que tant qu'Oda n'affirme rien, tant qu'il n'écrit pas noir sur blanc que Im possède les pouvoirs d'Uranus, eh bien, ce n'est toujours pas le cas. Rien n'est validé. Je vous le dis jamais assez, les théories sont des théories, rien de plus. Même si je suis le premier dans toute l'histoire de One Piece à vouloir qu'Im soit Uranus et que ça fait plus de 4 ans que j'attends ça, j'ai aussi la lucidité d'esprit qui me fait dire de pas trop m'extasier au risque d'être déçu. Même si tout semble coller parfaitement, il s'agit peut-être de quelque chose de totalement différent. Une autre arme antique, un fruit du démon, Ener, les choix sont multiples. Donc je tenais vraiment à faire ce point avant de continuer, car je voulais surtout pas transformer la vérité du chapitre 1060. Tout simplement car la vérité du chapitre 1060, c'est qu'une île a été détruite par une force inconnue. Pas que Im a utilisé une arme antique pour le faire. J'avoue, c'est très rabat-joie vu de cet aspect-là, mais je suis certain que même vous derrière votre écran, vous préférez me voir prendre du recul sur la situation plutôt que de me voir me vanter avoir raison alors que c'est peut-être pas du tout le cas. Bon, par contre, oui, si plus tard on nous confirme qu'il s'agit bien d'Uranus, là je vais vous casser les couilles, ça va être infernal. Bref, maintenant que le point relou a été fait, revenons à l'analyse, car avons-nous l'origine de la disparition de God Valley. God Valley, l'île des dieux ayant été mentionnée pour la toute première fois au chapitre 957, aurait disparu après la grande guerre opposant Chebek à Roger et Garp. Alors qu'une multitude de théories avait vu le jour, que ce soit une arme antique telle Pluton qui les fait disparaître ou même le Yami Yami no Mi de Barbe Noire, il semble que nous ayons aujourd'hui la réponse à notre question, c'est la même arme ayant fait disparaître Lulusia qui aurait éradiqué God Valley. La première chose qui m'a poussé à cette réflexion, c'est bien évidemment que Lulusia soit littéralement barrée de la carte maritime. C'est exactement ce qui s'est passé pour God Valley après la guerre des Rocks. L'île a été rayée de la carte comme n'ayant jamais existé. C'est encore le cas avec Lulusia, puisque le Gorosei déclare à la division de surveillance ayant espionné l'appel de Sabo pendant que l'île se voit être détruite que rien n'a été anormal aujourd'hui. Aucune information n'a été interceptée, Lulusia n'a jamais existé. Il y a donc encore ce désir d'effacer quelque chose de l'histoire de gênant et nocif pour le gouvernement. Cette mention, on la connaît, elle a été vue à plusieurs reprises. Et effectivement, vu la révélation que Sabo allait faire, c'était plutôt compréhensible. Il allait révéler l'existence du roi ou de la reine du monde, l'entité siégeant sur le trône vacant. C'est là que ça commence à devenir vraiment dingue et que ça pourrait confirmer une autre de mes théories. Car si la destruction et l'effacement d'une île n'est effectué que lorsque la véritable identité de Im est découverte, qu'elle contrôle le monde, alors ça voudrait dire que Chebek a, tout comme Sabo, découvert son existence. C'est la raison pour laquelle il voulait devenir le roi du monde et pourquoi il a attaqué God Valley précisément. Im aurait vécu, il y a plus de 38 ans, sur God Valley et Chebek l'aurait su. Im est le tabou du gouvernement dont parlait Son Goku, et qu'aurait découvert Chebek. Il est également le tabou que Sabo vient de découvrir, ce qui justifiait pour le Gorosei l'éradication complète de Lulusia afin que personne ne soit au courant de ce qu'il a vu sur le trône. Afin de protéger le plus grand secret des dragons célestes et de cacher son identité, Im est donc capable d'effacer et de rayer une île de la carte et de l'histoire. Le 20 septembre 2020, j'avais sorti une théorie sur God Valley et Chebek. Bien que je pensais dans celle-ci que l'île des dieux aurait été éradiquée par Pluton ou même par le Yami Yami no Mi, j'ai précisé que si Chebek avait attaqué cette île en particulier, c'est parce qu'il aurait découvert la présence et l'existence de Im. Il devait donc y avoir une chose très particulière ainsi qu'une présence de Tenryubito peut-être différente de ceux de Marie-Joise sur cette île. Instinctivement, ma pensée se porte sur Im. Elle est celle que nous pouvons aujourd'hui considérer comme au sommet du monde après s'être assise sur le trône vacant de Marie-Joise, symbole d'un pouvoir absolu. Steli voulait s'asseoir sur ce fameux trône avec le rêve de devenir roi du monde. Donc si Im y siège dessus, nous pouvons la considérer comme l'être le plus important du gouvernement mondial et donc par extension du monde. Im aurait cependant pu vivre à l'origine sur God Valley, l'île des dieux, et serait le fameux tabou qu'aurait touché Chebek, dont parlait Sengoku. Car oui, le monde n'est pas censé savoir que quelqu'un trône à son sommet. Tout naturellement, voulant devenir le roi du monde, le capitaine des Rocks s'en serait pris au véritable roi du monde ainsi qu'à ses dieux. Cette idée correspond alors davantage avec le chapitre 1060 puisque c'est après que Sabo ait découvert l'existence d'Im que celle-ci efface l'île où il se trouvait, comme elle aurait déjà fait par le passé sur God Valley, l'île du dieu
son ancien habitat. C'est ici qu'Im aurait vécu et c'est également cette contrée qu'elle a dû détruire pour effacer toute trace de son existence. Pour conclure, oui, je pense effectivement que Lulusia a subi exactement le même destin que God Valley, qui lui-même aurait subi le même destin que l'ancien royaume d'il y a 900 ans. Bon, je pense qu'on a fait le tour concernant le sujet de Im, Uranus et God Valley. De toute façon, si les prochains chapitres le demandent, je reviendrai dessus davantage et avec plus de détails. Évidemment, je suis giga hype pour la suite. Ça se voit peut-être pas, mais je suis giga hype. Maintenant, parlons de Sabo qui vient quand même de se prendre un anéantissement sur la tronche. Alors, est-il vraiment mort et surtout, pourquoi Lulusia est une île si importante ? Avouons-le, le destin de Sabo est des plus tumultueux. Les événements de la rêverie, maintenant le courroux d'une arme antique sur la tronche, comment peut-il survivre à tout ça? Eh bien justement grâce à Lulusia. Comme je le disais un peu plus tôt, Lulusia a subi un traitement très particulier dans One Piece et c'est grâce à un personnage que nous pouvons systématiquement reconnaître ce royaume, Moda. Apparu dans la mini-aventure d'Ace en sauvant ce dernier de la noyade, réapparu au chapitre 904 pendant le raid de Barberousse sur Lulusia et des 4 commandants révolutionnaires, voici que Moda refait surface, cette fois au même endroit où se trouve Sabo. Entre l'avant et l'après-ellipse, il semble que la stabilité du royaume se soit effritée et qu'un nouveau roi, Seki, ait tyrannisé sa population. Ce qui explique pourquoi Belo Betty a laissé le contact des révolutionnaires au chapitre 904 et ce qu'est véritablement la révolte des 8 nations mentionnée dans le chapitre 1054. Il s'agit de 8 royaumes dont la population s'est révoltée contre leur roi tyrannique et Lulusia en ferait partie. Mais alors quel intérêt scénaristique d'avoir fait venir Sabo ici et par-dessus tout d'avoir détruit cette île? Eh bien si on revient au chapitre 904 que je viens de mentionner, il signait l'apparition des révolutionnaires et l'un d'eux aurait laissé derrière lui un échappatoire parfait pour Sabo et une partie des habitants de l'île, Morlaix et ses galeries souterraines. Après son départ de l'île, les tunnels qu'il a creusés profondément dans le sol n'auraient pas disparu et auraient servi plus de 150 chapitres plus tard comme sortie de secours pour Sabo, lui sauvant la vie. Détenteur du Oshi Oshinomi, Morlaix est capable de manipuler la densité du sol, peu importe sa matière ou sa composition, et de mettre en place de véritables tunnels. Il faut savoir que son fruit du démon est l'un des plus importants de l'histoire, il a carrément été teasé dans le chapitre 538 comme celui étant à l'origine même du niveau 5.5 d'Impel Down, là où se trouvait Ivankov et tous les autres Okama. Jusqu'au chapitre 904, nous n'avions aucune idée de qui il pouvait s'agir, qui était ce personnage ayant bâti un véritable paradis en enfer. C'est dans le SBS 91 qu'Oda révèle toute la vérité sur cette histoire, c'est bien Morlaix, âgé de 160 ans, qui a créé Newcomerland grâce à son fruit du démon capable de creuser des cavités et d'avancer dans le sol. Ses pouvoirs ont continué à nous être dévoilés notamment pendant la rêverie et leur assaut sur Marie-Joise, se dissimulant dans le mur de Redline ou dans le sol de la Terre des Dieux. Et là, ça serait un véritable coup de génie qu'Oda ait mis en place l'introduction de ce personnage et de son fruit du démon sur Lulusia pour réellement lui donner une utilité 4 ans plus tard. Sabo, au dernier moment et avant que l'île soit entièrement détruite, découvre les galeries souterraines creusées par Morlaix et sauve le maximum de citoyens dont Moda qui a elle-même sauvé Ace par le passé. Une boucle parfaitement bouclé. Et soyons sérieux une minute, Sabo ne peut pas mourir maintenant, malgré l'incroyable mise en scène de la destruction de Lulusia. C'est pourquoi l'idée qu'il puisse s'échapper grâce au pouvoir de son allié révolutionnaire est absolument parfaite sur tous les points. Sabo survit, il sauve des citoyens tout en restant cohérent avec l'histoire du fruit du démon de Morlaix et son apparition dans son royaume il y a de cela plusieurs années. Alors n'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous avez de meilleures idées, mais clairement je pense que ça va être très compliqué. Eh bien voilà les bros, on arrive à la conclusion de cette troisième et dernière partie de cette review. J'ai tout donné, j'espère vraiment que ça vous aura plu de ouf parce que vraiment je suis très fier de cette vidéo et j'ai plus de voix aussi. Inondez l'espace commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé du pouvoir d'Im, du destin de Sabo et du rêve de Luffy. Bref, faites-vous plaisir et n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir le travail, c'est très important. Merci beaucoup. Évidemment, et comme chaque semaine, on se retrouve pour la review du prochain chapitre. Alors en attendant, profitez bien de votre côté, faites attention à vous et prenez bien soin de vos proches. Merci à tous, peace les bros.